Bonjour tout le monde, ce sera pas très long, on va commencer dans quelques secondes. Merci d'être ici avec nous. Alors, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous joindre à nous pour le webinaire d'aujourd'hui, Autonomiser les professionnels de la santé et des services sociaux, nouvelle ligne directrice clinique sur l'isolement social et la solitude chez les personnes aînées, organisée par la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. Je m'appelle Joanne Albert, je suis euh, gestionnaire des communications ici à la CCSMPA et je vous remercie beaucoup de votre participation à ce webinaire de 60 minutes. Cette séance sera présentée par Dr. Mélanie Levasseur, membre du groupe de travail de la CCMPA et modérée par Dr. Marie-France Rivard. J'aimerais prendre un moment pour reconnaître le territoire sur lequel nous nous trouvons. Nous reconnaissons que le travail d'élaboration de ces lignes directrices se déroule sur de nombreux territoires autochtones, y compris les terres traditionnelles et ancestrales des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ces territoires peuvent être régis par un traité non cédé ou contesté. Nous nous engageons à faire progresser la réconciliation et à favoriser des résultats équitables en santé pour tous les peuples autochtones. Notre webinaire d'aujourd'hui prendra la forme d'un aperçu de 30 minutes des lignes directrices cliniques sur l'isolement social et la solitude chez les personnes aînées. Ce sera l'occasion pour vous, les participants, de vous familiariser avec le processus d'élaboration des lignes directrices et les recommandations qu'elles contiennent. La présentation sera suivie d'une période de 15 minutes de type questions et réponses. Avant de conclure, nous vous inviterons aussi à nous faire part de vos commentaires sur ce webinaire au moyen d'un court sondage de quelques secondes, minutes en ligne qui s'affichera sur votre écran vers la fin du webinaire. Donc, si vous avez des questions, il y a le clavardage qui est ouvert pour quelques minutes, mais sera fermé durant la présentation. Et la période de questions et réponses, vous pourrez mettre vos questions dans le clavardage qui s'appelle Q&A au bas de votre page.
Donc Q et A, Q&A. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre modératrice, la docteure Marie-France Rivard. Géronto-psychiatre à la retraite depuis 2015. Dr. Rivard a été un des membres fondateurs de l'Académie canadienne de gérontopsychiatrie et de la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. Elle a été directrice des services cliniques de gérontopsychiatrie de l'Hôpital Royal à Ottawa pour la majeure partie de sa carrière. Professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université d'Ottawa, elle a été impliquée dans la formation continue de médecins, infirmières, personnels œuvrant dans les CHSLD et divers services de santé dans les communautés rurales de l'Est et du Nord-Est de l'Ontario. Bienvenue, Dr. Rivard. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, merci à tous d'être avec nous. Ces lignes directrices n'auraient pas été possibles sans le soutien financier généreux et visionnaire d'un donateur anonyme qui a reconnu très tôt le besoin d'investir dans des mesures d'aide pour résoudre le problème sociétal de l'isolement social et de la solitude chez les personnes aînées. Entre autres, nous remercions chaleureusement la généreuse contribution des membres bénévoles du groupe de travail et des membres du comité d'examen qui ont donné de leur temps, de leur expertise, de leur connaissance et de leur passion pour essayer de faire une différence dans le domaine de la santé des personnes aînées à travers le Canada. Le lancement de ces lignes directrices cette semaine n'est que le début du travail nécessaire pour les activer et les concrétiser, que ce soit au niveau de l'individu, de l'équipe, de l'organisation ou du système de santé. La CCSMPA se réjouit de continuer de travailler avec vous tous, vos collègues et vos organisations, et d'apprendre de vous alors que nous nous apprêtons à donner vie à ces lignes directrices. Voici maintenant notre présentatrice, Dr. Mélanie Levasseur. Dr. Levasseur est ergothérapeute et professeure titulaire de l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke et chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estrie, CHUS. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences cliniques de l'Université de Sherbrooke et a également effectué un stage postdoctoral en promotion de la santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, ESPUM. Considérée comme une sommité mondiale dans le domaine des interventions novatrices favorisant la participation sociale des personnes aînées, elle est titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur la participation et la connexion sociale des personnes aînées. Ces recherches ont conduit à des changements concrets, exceptionnels dans les pratiques des professionnels de la santé. Par exemple, sa participation au programme Remodeler sa vie ou Lifestyle Redesign modifie les pratiques des ergothérapeutes au Québec, en France et en Suisse. Elle est spécialisée dans l'établissement de partenariats de recherche associant les personnes aînées afin de promouvoir la participation sociale. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Dr. Mélanie Levasseur, membre du groupe de travail des nouvelles lignes directrices cliniques canadiennes sur l'isolement social et la solitude chez les personnes aînées. Mélanie. Merci, docteur Rivard. Bon après-midi, tout le monde. Merci d'être là. C'est vraiment un réel plaisir pour moi là, d'être la voix de notre groupe d'experts pour présenter ces lignes directrices-là. Mais laissez-moi d'abord vous parler conflit d'intérêts. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêts ou d'intérêts financiers vraiment à déclarer. Je suis financée par divers organismes de recherche là, en lien avec des projets de recherche que j'ai en cours, puis vous voyez les noms à l'écran. Et j'ai reçu des honoraires là, de la coalition comme experte là, et responsable là, des co-responsables des lignes directrices sur l'isolement social et la solitude chez les personnes aînées. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui a pour objectif là, vraiment de vous présenter les facteurs de risque et les effets négatifs sur la santé qui sont associés à l'isolement social et la solitude. Puis, dans la diapo suivante, je vais d'ailleurs définir ces concepts-là. Ensuite, on va parler des principales recommandations qui sont sous-jacentes à ces nouvelles lignes directrices-là. Puis j'espère que ce webinaire-là va titiller votre réflexion, va amener
va vous inciter à réfléchir à la manière dont vous pouvez évaluer les facteurs de risque, mais aussi intervenir là, pour contrer l'isolement social et la solitude, donc de faire des recommandations qui sont appropriées là, pour vos patients et vos clients. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par isolement social, solitude? Évidemment, il y a un overlap, il y a des liens entre ces concepts-là, mais définir, la plupart du temps, on définit l'isolement social comme vraiment un déficit qui est mesurable, donc qui est un peu plus objectif dans le nombre de personnes qu'on a dans notre réseau social, donc le nombre de relations. Puis c'est en lien avec la famille, les amis, la communauté. Cet isolement social-là peut accroître le risque de solitude. Donc, quand je vous disais qu'il y avait comme des liens entre les deux concepts, mais c'est surtout l'augmentation, mais ce qu'il faut se souvenir, pardon, c'est que l'augmentation des contacts sociaux, elle ne va pas réduire automatiquement la solitude. Donc, quelqu'un peut avoir plusieurs contacts sociaux et avoir un sentiment de solitude, puis je reviens dans quelques instants à la définition, au niveau de la définition de la solitude. Donc, la qualité des relations sociales est également importante parce que c'est ça qui va générer certains sentiments que les gens éprouvent par rapport aux relations. Quant à la solitude, ben, c'est vraiment une expérience qui est subjective. Donc, pour apprécier ou évaluer la solitude, il faut poser la question auprès des participants, auprès des patients, des clients qu'on rencontre. Et ça se définit comme une sensation qu'on dit désagréable, qui est ressentie lorsque les relations sociales d'une personne sont insuffisantes, soit en qualité, pardon, ou en quantité. Puis c'est, comme je le mentionnais, subjectif, puis lié au manque de relations sociales. Donc, ici, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à joindre la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. C'est gratuit. Vous pouvez avoir, en vous inscrivant, là, vous pouvez avoir accès aux différentes nouvelles lignes directrices aux nouveaux webinaires là, qui pourraient vous intéresser là, sur la santé mentale des personnes âgées. Donc, c'est une organisation, là, ben, Dr. Rivard le mentionnait, là, qui quand même existe depuis plusieurs années, donc plus d'une vingtaine d'années, et qui est liée à l'Académie canadienne de médecine psychiatrique gériatrique. Donc, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, depuis à peu près une dizaine d'années, là, il y a au Royaume-Uni un ministère de la solitude, puis une campagne importante pour y mettre fin. Malgré tous ces efforts-là, il y a encore beaucoup d'actions qui doivent être mises en place, pas seulement au Royaume-Uni, mais partout dans le monde. D'ailleurs, il y a l'Australie, le Japon, les Pays-Bas, aux États-Unis aussi, qui ont des stratégies nationales pour lutter contre l'isolement et la solitude. Puis, il y a quelques mois, il y a quand même l'Organisation mondiale de la santé là, qui a lancé la commission sur la connexion sociale qui atteste justement là, de l'importance et des préoccupations croissantes en santé publique et en politique envers l'isolement social et la solitude. Il y a un sondage aussi qui a été réalisé auprès des Canadiens et qui montre, puis d'un sondage à l'autre, les chiffres varient, mais on dit qu'il y a à peu près la moitié des Canadiens là, qui se déclarent socialement isolés, qui ressentent un sentiment de solitude ou les deux. Donc, c'est quand même une proportion importante et c'est ce qui a mené d'ailleurs aux États-Unis le US General Surgeon, Vivek Murthy, qui est administrateur de la santé publique aux États-Unis, a déclaré que nous vivons à une époque la plus connectée technologiquement de l'histoire de la civilisation et pourtant les taux de solitude ont doublé depuis les années 80. Donc, c'est un peu un paradoxe qui fait en sorte qu'on doit mettre en place des actions là, pour lutter contre l'isolement et la solitude.
Puis, il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été réalisés là, en lien avec l'isolement, la solitude. Puis, vous voyez à l'écran là, d'excellents documents là, qui ont été très aidants d'ailleurs là, pour nos lignes directrices. Donc, des documents canadiens, mais aussi américains. Donc, on voit là aussi l'épidémie de solitude et d'isolement qui a été mis de l'avant là, par le US General Surgeon, donc dans l'année dernière. Puis toutes ces approches-là, que ce soit en Angleterre ou partout dans le monde, là, font lieu ou en tout cas émettent certaines pistes pour vraiment avancer la réflexion quant à la lutte contre l'isolement et la solitude. Donc, si vous voulez en savoir plus un peu sur cette thématique-là, en plus des lignes directrices qu'on vous présente aujourd'hui, ben, c'est des documents clés là, à consulter. Donc, si on regarde au niveau de la prévalence de la solitude selon l'âge et le sexe, puis là, ça va dépendre là, des instruments de mesure là, qui sont utilisés pour mesurer ces concepts-là. Mais ici, on voit des données de l'étude canadienne longitudinale sur le vieillissement qui a mesuré la solitude avant et après la pandémie. Donc, on a comme des données au baseline en 2011-2015, en 2015-2018, donc la première suivie, puis en temps de pandémie là, en 2020. Et on remarque là qu'il y a eu comme quand même une augmentation de la solitude chez les femmes plus que chez les hommes. Puis on voit aussi que ben, quand on regarde dans d'autres pays, on a quand même aussi des données similaires. D'ailleurs, il y a eu comme des travaux sur les 11 pays qui avaient des meilleurs revenus. Puis ces 11 pays-là étaient parmi ceux qui avaient le plus d'isolement et de solitude là, auprès des aînés. Donc, ça aussi, ça nous amène à réfléchir là, dans les pays où on est avantagé socio-économiquement, ben, la solitude puis l'isolement, c'est pas quelque chose qui va prévenir là, la solitude et l'isolement, puis il y a des actions qui doivent être mises en place. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là, sur l'isolement, puis je pense ici, c'est un extrait d'un passage là, de Frida from Richmond, qui est une dame qui est un psychiatre américain, en Angleterre, pardon, qui, dans les années 1959, a noté qu'il y a une étrange réticence de la part des psychiatres à rechercher une clarification scientifique au sujet de la solitude, puis c'est un des phénomènes psychologiques qui est le moins bien conceptualisé, puis c'est très peu mentionné dans les manuels de psychiatrie. Donc, ça semble une expérience qui est tellement douloureuse et effrayante que les gens font pratiquement tout pour l'éviter, même les gens avec qui traitent des gens qui ont des troubles de santé mentale. Puis si on regarde dans le DSM-5, qui est un des manuels de référence là, pour le diagnostic de différentes maladies psychiatriques, on voit que la solitude est mentionnée qu'une seule fois dans les plus de 1000 pages du manuel. Et donc, ça n'a pas une place importante là, dans les critères diagnostiques de cette Bible-là. Et c'est mentionné, c'est vraiment en lien avec un trouble du deuil prolongé pour plus d'une année. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir et potentiellement à bonifier, éventuellement. Donc, il y a des associations qui sont importantes entre l'isolement, pardon, la solitude et une restriction, une diminution de la santé mentale et physique. Plus on vit de l'isolement et de la solitude, plus on est à risque d'un taux de dépression, pardon, d'anxiété, de pensée suicidaire. Puis on dit que chez les adultes de 50 ans et plus non connectés, ça va même jusqu'à augmenter de 32 le risque d'accident vasculaire cérébral, 29 de maladies cardiovasculaires ou coronariennes, pardon,
25 de plus de risque de cancer, de 50 de troubles cognitifs, de à peu près 60 59 de déclin fonctionnel et près de 45 là, du risque de décès. Donc, on voit vraiment que ça va jusqu'à augmenter notre risque de décéder. Puis, ce qui explique tout ça, ben ici, comment c'est possible? Ben, c'est multifactoriel, évidemment. Donc, dans cette figure-là, là, je suis désolée, elle est en anglais, mais je vais vous accompagner là, pour traduire là, au fur et à mesure. Donc, on voit qu'il y a vraiment les gens qui sont socialement isolés, qui ne sont pas connectés avec d'autres, ça va influencer souvent leur style de vie et les aspects psychosociaux de leur santé. Donc, peut-être qu'ils vont avoir un petit peu moins d'activité physique, moins bien s'alimenter, avoir des troubles du sommeil, etc. Ça va avoir une influence aussi sur les aspects psychologiques, donc le niveau de stress, la dépression, la résilience, même, voire même jusqu'à leur adhésion au traitement. Donc, est-ce qu'ils collaborent? Est-ce qu'ils prennent leur médication? Est-ce qu'ils suivent leur diète, etc.? Est-ce qu'ils suivent vos recommandations comme professionnels de la santé et des services sociaux? Tout ça va avoir aussi une influence sur différents biomarqueurs, notamment en lien avec le vieillissement, comme le processus inflammatoire, la pression sanguine, tout ce qui est les fonctionnements des tissus et des organes, qui va augmenter le risque de morbidité, donc de maladies chroniques comme les maladies coronariennes, les AVC, le diabète et éventuellement même augmenter le risque de décès. Puis ici, on a on a une collègue, Julianne Lunston, qui a publié là, dans le New England Journal of Medicine l'année dernière un article qui parle justement de l'effet de de cet isolement social-là et de cette solitude-là, qui sont rarement mentionnés dans les certificats de décès. Donc, on peut difficilement quantifier l'effet de l'isolement social et de la solitude, mais on sait que, ils peuvent avoir contribué à la surmortalité, puis toutes causes confondues qu'on a observées pendant la pandémie. Puis, bien que le secteur de la santé, on ne peut pas résoudre à nous seuls le problème, je pense que la communauté médicale doit quand même réagir en partenariat, en intersectorialité là, avec différents acteurs. Mais c'est important, dans le fond, que les cliniciens se forment, utilisent les ressources et aient du soutien là, pour dépister, évaluer, intervenir concernant l'isolement et la solitude dans les fonctions, dans le cadre de leurs responsabilités actuelles. Ici, il y a un autre extrait aussi de Amy Friedman et Jennifer Nicole qui nous dit que les médecins de famille et les autres fournisseurs de soins primaires peuvent être les seuls contacts, le seul contact social pour de nombreux patients. Donc, il faut réfléchir à cet aspect-là, qu'on peut être le contact social qu'ils ont dans la journée, dans le mois, dans la semaine. Donc, tout comme les autres facteurs qu'on dépiste comme professionnels de la santé et des services sociaux, ben, il faut continuer à détecter les patients qui sont isolés, solitaires ou socialement vulnérables, puis faire des recommandations qui sont fondées sur les résultats probants pour les soutenir à renforcer les liens sociaux. Donc, nos lignes directrices ont vraiment comme objectif principal de mettre en évidence les résultats probants en matière de prévention, de dépistage, d'évaluation et d'intervention en lien avec l'isolement social et la solitude chez les personnes aînées. Donc, le public à qui s'adressent ces lignes directrices-là, ben, c'est les professionnels de la santé et des services sociaux, mais aussi les personnes aînées, leurs familles, les proches et les décideurs et les administrateurs qui pourraient jouer un rôle important là,
faciliter la mise en place d'interventions de prévention, de dépistage et d'évaluation. Donc, je vous mentionnais là, que je parle en nom d'un grand groupe de travail. Vous voyez le nom des gens à l'écran. Donc, notre équipe est vraiment une large équipe fantastique là, d'un bout à l'autre du Canada. Donc, des gens en Colombie-Britannique, jusqu'au Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador, aussi Ontario, Manitoba. Donc, je tiens vraiment à remercier l'ensemble de l'équipe là, pour leur travail professionnel important, puis à souligner l'aspect interdisciplinaire aussi de l'équipe qui a mis en place ces lignes directrices-là. Et sans d'autres qui ont été des acteurs clés, le groupe d'experts qui ont évalué les lignes directrices, donc la version préliminaire de ces lignes directrices-là, des associés de recherche de la coalition et le personnel de la coalition, là, dont certains, vous voyez là, Claire, Beth, John et Lisa, qui nous ont assisté, le comité d'experts, là, à travers l'ensemble là, du processus de l'élaboration des lignes directrices et qui ont joué un rôle clé, notamment pour recenser les écrits, mais aussi pour aller chercher le point de vue des professionnels de la santé et des services sociaux et des personnes aînées dans le cadre de 2 enquêtes nationales qui ont eu lieu et sur lesquelles s'appuient aussi ces lignes directrices-là. Donc, nos recommandations sont inspirées de grades méthodologiques. Donc, on a gradé la qualité des résultats probants et la solidité de la recommandation. Donc, vous allez voir que c'est généralement l'eau faible, modérée et élevée qui représentent la qualité des évidences scientifiques là, sur lesquelles s'appuient ces données-là, mais aussi si c'est faible ou forte en lien avec la solidité des recommandations. Au niveau justement de cette solidité des recommandations-là, vous allez voir que c'est en lien avec l'équilibre entre les avantages et les effets indésirables potentiels et les risques. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même de forte solidité, une forte solidité de la recommandation, puisque même si des fois la qualité des résultats probants était plus faible ou modérée, les désavantages ou les effets indésirables potentiels étaient peu élevés. Donc, ça nous permettait quand même d'avoir des recommandations là, en ce sens. Ensuite, on a une autre catégorie qui est sur les aspects, sur une catégorie consensuelle, où ça fait le consensus. Donc, ça ne s'appuie pas sur les résultats empiriques d'études antérieures, mais plutôt vraiment sur l'avis des experts du groupe et du groupe de travail. Donc, puis c'est selon ce qu'on pense là, qui est les meilleures recommandations pour la pratique clinique. Je vous invite à garder ça en tête là, quand je vais vous présenter les résultats qui suivent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait plus précisément pour élaborer ces lignes directrices-là? Bien, il y a eu d'abord un examen des résultats probants existants. Donc, qu'est-ce que les études antérieures publiées dans les écrits scientifiques nous disent en lien avec les interventions, les outils, les pratiques prometteuses? Donc, il y a eu vraiment un examen exploratoire rapide et intégré qui a été effectué. Puis ensuite, on a réalisé plus en détail là, des recherches documentaires ciblées sur de la littérature universitaire et aussi la littérature grise, donc des rapports de recherche et des documents clés là, comme ceux que je vous ai mentionnés tantôt, des livres qui ont été utilisés aussi pour soutenir l'élaboration des lignes directrices. Évidemment, on a porté une attention particulière aux publications canadiennes, mais aussi aux publications internationales et principalement dans les 5 dernières années. Mais des fois, on pouvait aller chercher aussi des documents plus vieux, des publications qui étaient principalement en anglais ou en français. Puis on s'est appuyé sur à peu près 71 documents, dont 38 étaient des synthèses, là. Donc, on voit que la recherche est évidemment en constante évolution, puis
Il va y avoir d'autres résultats probants, mais ce premier examen de la documentation-là nous a permis d'identifier qu'il n'y avait aucune, à notre connaissance, ligne directrice clinique qui était existante. Donc, nos 17 recommandations ont été classifiées en 3 catégories principales. Donc, la prévention, ensuite le dépistage et l'évaluation, et dans un troisième temps, les interventions. Donc, je me lance tout de suite dans l'aspect prévention. Donc, notre première recommandation est en lien avec de reconnaître les principaux facteurs de risque qui sont liés à l'isolement social et la solitude. Donc, de repérer les personnes aînées qui sont susceptibles d'être isolées, de se sentir seules, puis d'anticiper des changements éventuels dans leur vie qui pourraient amener une augmentation de ce risque-là d'isolement et de solitude. Puis ici, je vous présente là, les différents facteurs de risque que le groupe a recensés qui sont dans les lignes directrices. Donc, avoir un âge avancé, être une femme, une diversité, être issu d'une minorité ethnique, de race, de culture, de langue, vivre seul, être veuf ou une personne, pardon, veuve ou divorcée, avoir un faible revenu ou une éducation limitée, être en manque de logement abordable ou de refuge, donc les personnes, par exemple, en situation d'itinérance, avoir des problèmes de santé physique ou mentale, des comportements de santé indésirables, avoir un réseau social restreint ou en déclin, ce qui est souvent fréquent lorsqu'on avance en âge, là, cet effritement là, du réseau social, vivre des défis liés à l'utilisation des technologies. Les personnes LGBTQ+, donc issues d'une minorité de genre ou d'une identité sexuelle, orientation sexuelle différente, et les proches, les personnes proches aidantes. Deuxième recommandation, au niveau de l'éducation et la formation des professionnels. Donc, que ce soit dans les programmes de formation de base, donc à la fois au niveau de la formation professionnelle, mais aussi de la formation continue. Je pense que les professionnels de la santé et des services sociaux doivent être mieux formés à l'isolement et de la solitude, comment on l'évalue, comment qu'on intervient, etc. En lien avec justement toujours les professionnels peuvent être des agents de changement, donc peuvent contribuer à former, à informer les patients, les clients, mais aussi le grand public là, sur le lien entre l'isolement social et la solitude. Donc, entre d'une part, l'isolement, la solitude, mais aussi d'autre part, une mauvaise santé mentale et physique et doivent agir comme agents de changement pour promouvoir des liens sociaux, que ce soit au niveau des communautés ou des familles, des individus, etc. Maintenant, en lien avec le dépistage, il y a une façon, là, il y a une recommandation, pardon, qui incite là, à dépister certains facteurs de risque d'isolement et de la solitude. Par contre, le groupe d'experts émet des réserves quant au potentiel de stigmatisation de certaines personnes là, qui peuvent être étiquetées comme seules, isolées. Donc, il faut faire attention à la terminologie là, qu'on utilise. Donc, pour certaines personnes, ça peut être plus difficile de parler de l'isolement et de la solitude et il faut créer un lien de confiance là, avec elle avant d'aborder ce sujet qui peut être sensible pour certains. Donc, dans les outils de dépistage, c'est vraiment en lien avec euh, bon, évaluer la gravité du problème. Donc, est-ce qu'il y a un peu un suivi de routine qui peut être mis en place et quels sont comment la situation change, évolue dans le temps. Donc d'avoir différents outils de dépistage dans son coffre à outils comme professionnel est important. Puis, je vais vous en présenter quelques-uns dans la diapo suivante.
Puis je mentionne encore ici que c'est important de respecter les besoins variables là, des gens d'avoir des liens sociaux. Et la valeur, bon, certains se disent des êtres solitaires et aiment cette solitude-là, mais il faut quand même évaluer un peu leur niveau de bien-être là, avec leur réseau social actuel. Donc, dans les outils de dépistage, bon, il y a évidemment un item, le loneliness, qui est un outil à un seul item, puis je vais vous le présenter dans la diapo suivante. Il y a le UCLA, qui est un instrument qui est le plus connu, le plus utilisé, une échelle de mesure de la solitude. Puis, il y en a différents autres outils, là, dont le CARE, qui est à la fois sur l'isolement social et la solitude et qui a été qui a été développé là, par des collègues canadiens, dont Newell, qui est une des collègues là, qui a participé aux lignes directrices. Donc, dans les lignes directrices, là, vous avez l'ensemble des détails là, de ces outils de mesure-là, mais je vous montre là, juste deux exemples là, d'outils brefs sur la solitude, un item. Au cours de la semaine passée, à quelle fréquence avez-vous ressenti de la solitude? Donc, on invite les gens là, à répondre avec une échelle de Likert à 4 niveaux. Donc, est-ce que c'est rarement ou pas du tout, ou parfois et presque tout le temps? Donc, parfois et presque tout le temps le serait comme considéré comme quelqu'un qui éprouve de la solitude. Le UCLA, à quelle fréquence avez-vous l'impression de manquer de compagnie? À quelle fréquence, encore une fois, vous sentez-vous qu'on vous laisse de côté? Puis, à quelle fréquence vous sentez-vous isolé des autres? Donc, vous remarquez ici là, qu'il y a pas, on ne questionne pas nécessairement là, sur le nombre de gens dans le réseau social, etc. Il y a d'autres outils qui permettent là, de quantifier le réseau social, mais ici, c'est vraiment là, une impression de la fréquence et du sentiment d'isolement. Donc, la sixième des recommandations est en lien avec les dossiers médicaux. Donc, vraiment, c'est important de consigner dans le dossier médical, au même titre que les autres conditions et facteurs de risque, là, l'isolement social et la solitude. Donc, souvent, puis Julianne Lunston le mentionnait, c'est peu documenté, pas juste dans lorsque les gens décèdent, mais aussi dans les dossiers médicaux, pardon. Et ça peut permettre, faciliter les suivis. Donc de documenter cet aspect-là peut favoriser les interventions médicales, mais aussi des autres professionnels de la santé. Maintenant, au niveau de l'évaluation, ben, on est d'avis là, qu'il faut faire une évaluation exhaustive du patient des clients qu'on a dépisté ou qu'on remarque qui est isolé socialement ou qui se sent seul. Donc, cette évaluation-là doit porter sur les causes possibles. Et aussi déterminer s'il y a un problème de santé qui est sous-jacent à cet isolement-là. Puis évidemment, s'il y a une cause possible, ben, il faudrait que cette cause-là soit traitée aussi en utilisant pardon, une approche biopsychosociale. Et souvent, ces évaluations-là se font d'une perspective inter- ou multidisciplinaire, là, puis ça peut varier en fonction du champ d'exercice des professionnels. Ici, vous voyez les principaux éléments qui doivent être pris en compte par l'évaluation. Donc, on a à la fois les aspects d'antécédents médicaux et sociaux, mais aussi la santé mentale, les aspects de cognition, de consommation de substances psychoactives, l'environnement, les finances, des éléments récents de vie, le décès d'un conjoint, le déménagement, les facteurs liés au mode de vie aussi, la sédentarité, les difficultés liées à la marche notamment, et ce qu'on perçoit comme étant
la motivation au changement, là, à aller euh, modifier des comportements pour être moins isolé et se sentir moins seul. Donc, maintenant, si on saute au niveau de l'intervention, donc, il y a vraiment des approches, une approche, bon, qu'on dit générale avant de vous présenter les différentes interventions possibles. C'est important là, d'avoir une approche générale à l'isolement et la solitude. Donc, vraiment, s'assurer que toute condition médicale sous-jacente, tout problème de santé, et il y a un traitement aussi qui est prodigué là, pour ces problèmes-là, d'avoir une approche très individualisée avec une prise de décision partagée. Donc, ce qui est important pour la personne, qui peut briser l'isolement, la solitude, et pas les mêmes activités pour une personne et pour une autre. Donc, ça va aller vraiment en fonction de ses intérêts, de son milieu, de ses ressources individuelles et environnementales. Et il faut considérer aussi, reconnaître la diversité des populations en termes individuels, mais aussi plus globalement en termes de leur culture et de leur expérience vécue. Donc, toujours pour continuer sur cette approche générale-là, donc, vous allez voir, on va faire le tour ensemble de diverses interventions possibles. Je vous mentionne d'ores et déjà qu'il y a vraiment comme un certain chevauchement entre ces catégories d'intervention-là. Donc, ne pas vous alarmer, là, c'est voulu. Donc, des fois, ça peut, il y a un chevauchement. Puis, je vous mentionne aussi, puis je reviendrai plus en détail, que la thérapie pharmacologique n'est pas recommandée dans nos lignes directrices. Donc voilà. Donc, si on y va plus en détail, au niveau de la prescription sociale, donc la prescription sociale, c'est vraiment il y a différentes approches pour faire la prescription sociale, mais c'est vraiment souvent l'acte de recommander des changements sociaux qui sont liés à la communauté, donc de recommander certaines activités sociales qui sont parfois réalisées avec le soutien d'un agent de liaison ou des navigateurs qui peuvent jouer un rôle important dans cette prescription sociale. C'est aussi quelque chose qui est très personnalisé là, et individualisé, comme on le mentionnait tantôt. Et notre recommandation fait état que les organismes de santé et de services sociaux doivent envisager de développer des stratégies ou des équipes de prescription sociale, puis d'établir des relations avec des partenaires dans la communauté. On mentionnait tantôt qu'on ne peut pas agir seul là, face à ce défi-là d'isolement et de solitude. Donc, d'agir en partenariat avec des organisations communautaires, notamment municipales, là, peut faciliter cette prescription sociale-là. Recommandation 10 au niveau des activités sociales. Donc, l'aspect de s'engager dans des activités sociales, puis ça peut être très variable là, d'une personne à l'autre, puis c'est selon un niveau optimal d'activité sociale. Donc, ça peut aller à du bénévolat, des activités intergénérationnelles. Au niveau de l'activité physique, il y a aussi une recommandation en lien avec l'activité physique. On sait que c'est bon pour la santé, l'activité physique. Il n'y a pas nécessairement une forme en soi d'activité à encourager, là. Ça dépend encore une fois de la, des, du niveau d'aise de la personne, mais c'est vraiment selon d'adopter un mode de vie actif et physique et de pratiquer de l'activité physique. Puis je vois que le temps file, docteur Rivard, là, donc j'y vais avec rapidement thérapie psychologique. C'est important. Il y a certaines thérapies psychologiques là, qui peuvent être envisagées pour les gens qui souffrent d'isolement et de solitude, dont la thérapie cognitivo-comportementale. Et ces thérapies-là peuvent couper ou en tout cas réduire cette spirale-là descendante de la solitude. Puis c'est bien expliqué dans les lignes directrices.
Et il y a 13e recommandation, les thérapies assistées par l'animal. Les interventions il y a des résultats, même si les résultats probants sont limités quant à certaines de ces interventions-là, il y a quand même des possibilités là, de briser l'isolement et la solitude grâce à cette thérapie-là assistée par l'animal. Les loisirs aussi, donc l'art-thérapie, la bibliothérapie, l'horticulture, etc. Donc, j'ai déjà mentionné que les thérapies pharmacologiques là, seraient à ne pas être utilisées de premier plan là, pour traiter l'isolement et la solitude, mais bien pour traiter des médicaments qui peuvent être utiles là, pour traiter des problèmes de santé mentale ou physique sous-jacents. Maintenant, je termine avec la dernière recommandation là, au niveau de la réévaluation. Donc, je pense que c'est important là, d'avoir une approche qui va vraiment dans laquelle on va réévaluer l'isolement et la solitude, l'efficacité des interventions mises en place, là, puis faire des suivis à court terme. Donc, je vous laisse maintenant sur ces ressources-là, qui sont disponibles sur sur le site de la coalition. Vous avez ici le code QR là, qui peut être utilisé là, pour se connecter au site web de la coalition. Je vous laisse sur ce mot de la fin là, pour ouvrir la période de questions et d'échanges, là. Je pense qu'on est bien placé comme professionnels de la santé et des services sociaux pour jouer un rôle important chez les gens qui sont à risque d'isolement et de solitude. Donc, il y a des évidences là, qui recommandent de dépister et d'évaluer de façon exhaustive l'isolement et la solitude. Puis, il existe de nombreuses interventions qui sont déjà identifiées pour réduire ces aspects-là. Je pense que c'est nécessaire de continuer d'approfondir la compréhension puis les études sur cette thématique-là. Puis la coalition travaille avec des organisations, des groupes, des individus dans tout le Canada pour continuer à réduire l'isolement et la solitude. Donc, je suis maintenant disponible pour les questions et les échanges. Alors, nous disposons maintenant de 10 à 15 minutes. Si vous avez des questions à poser au docteur Levasseur au sujet des lignes directrices. Vous pouvez les inscrire dans la section Q&A, comme on vous a mentionné auparavant. Puis on va essayer de traiter le plus grand nombre de questions possible, mais si on ne réussit pas à répondre à vos questions dans les prochaines minutes, vous pouvez toujours envoyer un courriel et on essaiera de répondre à vos questions plus tard à partir de la CCSMPA. Nous aussi, juste vous rappeler que d'ici la fin de la présentation, d'ici la fin du webinaire, on va vous demander de remplir un très, très, très court questionnaire pour nous aider à comprendre qui a participé à ce webinaire aujourd'hui et nous aider à pouvoir rejoindre le plus de francophones possible à travers le pays, une activité que la coalition a bien à cœur de développer de plus en plus, de mettre des ressources en français disponibles sur le site web et d'intégrer le français le plus possible à nos présentations et à nos réunions qui auront lieu. D'ailleurs, la prochaine réunion aura lieu à Vancouver en septembre. Joanne, est-ce qu'on a Oui, déjà il y a des une petite questions? question juste pour bien comprendre. Quelqu'un demande, à une de vos diapos, vous parliez des aînés connectés. Est-ce que vous parliez de la connexion entre personnes interrelationnelles ou vous parliez des aînés connectés au sens branché Internet? Merci, Joanne. Ben, l'ensemble, je pense que d'être connecté sur les médias sociaux, mais aussi d'avoir des interactions là, au quotidien avec les gens de notre famille, les amis, des gens de la communauté. Je pense que la technologie, on l'a vu pendant la pandémie, a donné quand même un fier coup de main là, pour continuer à maintenir nos interactions avec les autres, mais c'est important là, de prendre en compte qu'il y a certaines personnes qui ont une faible littératie numérique et donc qui ont besoin de soutien pour utiliser cette technologie-là. Donc, ce n'est pas la solution à tout.
Il faut parfois prévoir une méthode alternative pour notamment s'inscrire aux activités et faire connaître ces activités-là. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que tous les aînés, même s'il y a une augmentation de la proportion des aînés fulgurante qui est connectée et branchée maintenant, il faut vraiment mettre en place aussi des façons alternatives de rejoindre les aînés qui sont peut-être moins connectés numériquement, là. Alors, je crois qu'on a une question sur quels sont un petit peu, on demande, quels sont spécifiquement les outils d'évaluation pour ces gens vivant dans les centres de soins, des centres de soins de longue durée? Je pense que, est-ce que, Dr. Levasseur, est-ce qu'il y en a qui ont été développés spécifiquement pour les centres de soins de longue durée? À ma connaissance, il n'y en a pas qui sont spécifiques aux soins de longue durée. Par contre, puis il y a, les lignes directrices, je vous vends tout de suite le punch, comme on dit. Les lignes directrices ne mettent pas de l'avant une recommandation pour une seule échelle de mesure de la solitude et de l'isolement. Pourquoi? Parce que comme professionnels, on a toute une approche différente. Il y en a qui sont plus à l'aise avec une question ouverte. Donc, il y en a qui aiment plus avoir des questions avec des échelles de Likert là, ou des choix de réponse. Donc, dépendant de votre niveau d'aise, puis dépendant aussi de l'ouverture de votre patient à se faire questionner sur son isolement, sa solitude, ça va être vraiment et vos besoins de quantifier l'isolement, la solitude aussi dans votre pratique clinique. Il y aura peut-être des outils qui vont vous interpeller plus. Donc, je vous invite vraiment à regarder les lignes directrices puis à explorer ces différents outils-là pour vraiment voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise là, de travailler. On Oui. a une autre question, c'est encore sur les échelles de mesure, mais un peu différente. Je me demande si vous suggérez de faire un des outils de mesure de la solitude et de l'isolement, par exemple, échelle de mesure de la solitude UCLA. Et ensuite, si le patient démontre de la solitude, on les référait à un programme de prescription sociale. Oui, un coup qu'on a évalué, par exemple, avec le UCLA, le niveau de solitude d'une personne, si cet instrument-là nous mentionne nous guide vers un score comme de quoi que la personne est effectivement isolée socialement ou a des sentiments de solitude dépendant de l'échelle, ben à ce moment-là, oui, on peut utiliser la prescription sociale, mais il y a aussi puis cette prescription sociale-là peut se faire aussi en lien avec les activités sociales que vous avez vues qui ont été présentées. Donc, le chevauchement qu'on vous mentionnait, là, c'est vraiment à cet effet-là. Mais il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, cette prescription sociale-là va nécessiter aussi des agents de liaison ou des navigateurs, l'aide, du soutien. Donc, on ne pourra pas que recommander des activités sociales. Il va falloir réfléchir à comment la personne, on la soutient dans son milieu à la suite de cette recommandation-là. Puis je vous donne un exemple issu de certains projets de recherche qu'on mène. Initialement, on pensait que les gens qui étaient en résidence pour personnes aînées étaient peu isolés et avaient des sentiments de solitude, mais on peut être très isolé et avoir de la solitude, vivre de la solitude lorsqu'on reste en résidence privée parce qu'on peut rester confiné à sa chambre, pas participer aux activités de loisirs, pas partager les repas avec d'autres. Et de joindre de nouvelles activités, qu'on soit en résidence ou dans la communauté. Plusieurs personnes aînées nous ont dit qu'ils avaient besoin d'un soutien d'une autre personne pour créer des liens avec des gens dans l'activité, donc briser la glace, donc avec cette nouvelle activité-là. Puis pour certaines personnes, ça peut être juste un contact initial. Pour d'autres personnes, ça peut être un contact de plusieurs rencontres, donc de les soutenir, plusieurs rencontres, activités sociales avant qu'ils se sentent à l'aise dans leur nouveau groupe et qu'ils se sentent faire partie là, de cette nouvelle communauté-là.
Mélanie, est-ce que je peux ajouter que les échelles d'évaluation, ça mène pas seulement à une prescription, mais ça nous rappelle qu'il faut évaluer qu'est-ce qui peut causer cet isolement social-là, quels sont les facteurs contributifs, puis parce qu'il peut y avoir des problèmes de santé, des limitations. Typiquement, en vieillissant, on a un peu d'arthrite, on a un peu de, on a un peu plus de difficultés avec la mobilité. Ça peut être plus difficile de maintenir certaines bonnes habitudes de vie. On en a pris d'autres qui étaient moins bonnes, dont il faut on est constamment en changement, en vieillissant. On a beaucoup de défis à gérer. Alors, il faut, quand on utilise des échelles d'évaluation, je pense que c'est important de pas sauter directement à la prescription sociale, mais de bien évaluer quels sont les facteurs qui sont en jeu et qui vont nous permettre ou pas de bien suivre la prescription sociale. Alors, c'est sûr qu'il faut, parce que c'est bien beau d'avoir une prescription sociale, mais il faut être capable physiquement, mentalement d'y participer. Tout à fait, que ce soit pour les problèmes de santé ou au niveau aussi des facteurs de risque, là, donc de bien d'avoir une compréhension holistique de la situation de la personne, donc une évaluation en profondeur. Merci, Marie-France. On a une autre question ici. L'autochtonéité est nommée comme un facteur associé à l'isolement social et à la solitude. Avez-vous plus de détails à ce sujet, Mélanie? Ben, tout ce qui est diversité ethnique, minorité culturelle, et des fois plus à risque d'être exclu socialement. Donc, les études ont montré là, que dans le fond, cette diversité-là amène une richesse, évidemment, au sein d'une communauté, d'une société, mais peut être associée à de la stigmatisation, des préjugés, et de la discrimination. Donc, sans des fois en être conscient, on peut vouloir exclure ces gens-là parce qu'ils sont différents. Donc, les études vraiment pointent dans cette direction-là. Beaucoup d'isolement aussi lié au territoire. Donc, les territoires, le manque d'activité dans certaines communautés autochtones qui a été documenté. Mais je mentionne, puis toutes les lignes directrices aussi, que plus de recherches sont nécessaires à ce sujet-là, notamment sur la diversité et sur la façon d'adapter ces activités sociales-là à différentes cultures. J'aimerais souligner aussi que moi, j'ai aimé, en lisant les lignes directrices, les recommandations qui sont faites pour les administrateurs et les gestionnaires du système de santé. Alors, j'espère qu'il y en a parmi vous aujourd'hui qui nous écoutent et que vous irez lire les lignes directrices. C'est important si on veut faire, moi comme personne âgée, je trouve que c'est important d'avoir des recommandations qui ciblent le système de santé, les gens qui ont le pouvoir, en fait, de faire changer les choses. Et c'est vous, les gestionnaires, qui peuvent faire changer les choses au niveau système. Alors, j'étais contente de voir ça dans les lignes directrices et j'espère qu'il y en a d'autres qui iront lire ces recommandations qui sont toutes simples, mais très importantes. Je vais prendre une dernière question. Ensuite, les autres questions, si vous aimeriez avoir des réponses, j'ai mis le courriel de notre équipe dans le clavardage. Donc, la dernière question pour aujourd'hui, c'est j'aimerais savoir si les lignes directrices incluent l'intégration de stratégies qui incluent les alliés du réseau de la santé à l'échelle locale, les OBNL, les municipalités, etc. Tout à fait, même si les principaux acteurs auxquels s'adressent les lignes directrices, là, c'est les professionnels de la santé et des services sociaux. On le mentionne dans l'approche générale là, que c'est hautement en intersectorialité avec des acteurs là, du milieu municipal, des organismes communautaires, etc. Donc, tout à fait, je pense que c'est un problème.
complexe, c'est multifactoriel, comme on l'a vu là, dans la présentation, dans le webinaire. Donc, il faut y réfléchir aux solutions de façon aux multiples acteurs, dans le fond, et multiples ressources. Je pense que ce serait le moment de faire le sondage. Je crois que le sondage devrait apparaître à votre écran sous peu. Euh, Mélanie, d'autres commentaires sur ton expérience sur le développement de ces lignes directrices-là? Ben, j'espère vraiment que vous avez été inspiré de revisiter votre pratique pour mieux considérer davantage l'isolement et la solitude, puis que ça soit avec le soutien de votre équipe interdisciplinaire, mais aussi avec les directions de santé publique là, qui sont évidemment hautement interpellées par ce défi-là d'isolement et de solitude, voire même cette épidémie-là. Je pense que c'est très inspirant là, de continuer les suites, puis on espère que vous allez utiliser en grand nombre ces lignes directrices-là, puis on a très hâte d'avoir vos commentaires là, sur les lignes directrices. Alors, je vous laisse répondre au questionnaire. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre temps ensemble. Nous voudrions vous remercier d'avoir participé à la séance d'aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvée intéressante. Nous avons maintenant le sondage qui prend seulement quelques minutes. Vous pouvez trouver un lien vers notre webinaire enregistré sur le site web de la CCSMPA et dans la semaine à venir. Et nous nous réjouissons de rester en contact. Si vous n'êtes pas encore inscrit à l'infolette de la CCSMPA, vous pouvez le faire à partir d'un lien dans la section clavardage. Merci encore et bonne journée. Merci.